Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Fin, gracieux, doté d'une très bonne ouïe et d'une musculature puissante, le chevreuil est taillé pour fuir rapidement. Il est ainsi capable de nager, de bondir jusqu'à 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur, ou encore de courir jusqu'à 100 km/h. Des atouts qui sont bien utiles aux plus petits cervidés d'Europe pour échapper aux chasseurs. Sédentaire, en dehors de la période du rut, le chevreuil peut vivre jusqu'à 12 ans à l'état sauvage et il reste fidèle à son territoire toute sa vie. Des cris ou postures lui permettent de communiquer avec ses congénères, ce qui lui est bien pratique lorsqu'il vit en couple ou en harde familiale. Nés pour être forestiers, les chevreuils ont modifié leur comportement avec le développement des activités humaines et ils se font aujourd'hui de plus en plus nombreux dans les champs où ils profitent des cultures. Mais attention, le petit cervidé est un fin gourmet. Il sélectionne soigneusement ses aliments en fonction de leur apport nutritionnel et de leur facilité à être digérés. Le chevreuil est actif 6 à 12 heures par jour, principalement au lever du jour et à la tombée de la nuit. La période de reproduction a lieu de juillet à août, mais l'ovo-implantation différée permet aux chevrettes de synchroniser leur mise bas entre le 1er mai et le 15 juin de l'année suivante. Ce qui est bien pratique pour élever leurs fragiles petits faons toutes seules, sans aucune aide des mâles. Favorisé par les plans de chasse, l'agrainage et ayant peu de prédateurs naturels, le chevreuil est le mammifère herbivore sauvage le plus commun dans nos forêts, mais il reste discret et se montre vite gêné par les dérangements répétitifs. Pour en savoir plus sur son mode de vie, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Bruno Pasquier, qui le photographie depuis 30 ans déjà. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Alors Bruno, nombreux sont ceux qui confondent chevreuil, chevrette, cerf et biche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences morphologiques entre ces deux cervidés ? Comment fait-on pour différencier par exemple une chevrette d'une biche ? La chevrette, qui est donc la femelle du chevreuil, est beaucoup plus petite que la biche. Une chevrette, ça pèse 20-25 kg. Une biche fait 3 fois ce poids-là. La chevrette a un museau beaucoup plus court, la biche a un museau très allongé, un cou beaucoup plus long. L'autre distinction assez marquante, c'est le chevreuil, la chevrette, possède ce qu'on appelle un miroir, une rose au derrière. C'est une touffe de poils blancs qu'ils hérissent en cas de danger, puisque c'est un moyen de communication dont on parlait là tout à l'heure. Lorsqu'ils développent cette touffe de poils, elle s'agrandit et donc ça marque une inquiétude que remarquent ses congénères. Voilà, donc chevreuil, chevrette, beaucoup plus petit que cerf et biche, en somme, oui. C'est la conclusion. Est-ce que comme le cerf, le chevreuil va perdre ses bois tous les ans ? Alors oui, le chevreuil perd ses bois tous les ans, comme le cerf, mais absolument pas aux mêmes périodes, puisque le cerf perd ses bois en février, durant l'hiver. Il les refait au printemps pour être totalement refait au moment du brame, c'est-à-dire grosso modo fin juillet, les bois sont refaits. Ils seront portés jusqu'au mois de février suivant où ils vont tomber. Le chevreuil, lui, perd ses bois en octobre et les bois poussent tout l'hiver. Le refait, lui, a lieu en mai puisque le rut du chevreuil a lieu grosso modo du 15 juillet au 15 août. Donc le refait, il est totalement terminé à peu près au mois de mai. Il y a un dimorphisme sexuel important chez les chevreuils, en dehors évidemment de la présence de bois pour les mâles ? Non, il n'y a pas un dimorphisme important entre les femelles et les mâles. Le principal, effectivement, c'est les bois, mais surtout, le poitrail du mâle est plus puissant, plus développé, avec un arrière-train un peu plus fin. La femelle est plus homogène, avec un arrière-train un peu plus puissant et un poitrail un peu moins développé. Longtemps prédatés par les lynx et les loups, intensivement chassés par l'homme, les chevreuils ont, au fil des siècles, développé une musculature puissante. Quels sont, Bruno, les records enregistrés en termes de vitesse de course ou de bond ? Je sais que ça peut sauter des clôtures de près de 2 mètres. Après, je ne connais pas le record. En termes de vitesse, par exemple, en vitesse moyenne, le chevreuil se déplace à 40 km/h, mais il peut avoir des pointes jusqu'à 90-100 km/h. Donc, sur de courtes distances, il peut aller très, très vite. Voilà, rapide sur de courtes distances, est-ce qu'il est endurant, notre chevreuil ? Oui, relativement endurant.
C'est un animal qui peut courir pendant très longtemps sur des vitesses moyennes, environ de 40 km/h. Quand il est chassé à court, il n'est pas toujours simple de l'attraper, justement, parce qu'il a une certaine endurance, oui, effectivement. Il est même capable de nager pour fuir, mais ça c'est assez rare. Il faut vraiment qu'il y ait un grand danger pour qu'il se mette à nager. Oui, le chevreuil n'aime pas beaucoup l'eau, on le rencontre très peu. C'est un animal qui ne se souille pas comme le cerf, donc il fréquente l'eau, mais juste pour y boire. Par exemple, effectivement, lorsqu'il est chassé ou menacé, il utilise effectivement ce moyen-là pour distancer ses adversaires ou faire perdre sa trace. Donc, mais il nage très bien, hein. C'est un animal qui nage très très bien. On en parlait en introduction, Bruno, au niveau de son alimentation, le chevreuil est très sélectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors oui, le chevreuil est un fin gourmet, contrairement au cerf qui avale des quantités de nourriture importantes sans beaucoup de distinction. Le chevreuil choisit assez scrupuleusement sa nourriture puisqu'il a besoin d'une nourriture riche en azote, notamment les femelles pour le développement de l'embryon. Donc en fait, le chevreuil mange beaucoup de feuillage, de ramilles, de graminées, de crosses de fougères, de champignons, des petits fruits, beaucoup de végétaux très tendres. Et c'est pour ça qu'en fait, il pratique beaucoup en forêt ce qu'on appelle l'abrutissement. C'est-à-dire lorsqu'il s'attaque à un arbuste, il mange les feuilles les plus hautes qui sont les plus tendres et qui vont lui apporter les nutriments nécessaires à son développement. Un chevreuil, ça mange entre 3 et 6 kg et demi par jour à peu près de nourriture. Le chevreuil, c'est un ruminant. Biologiquement, ça veut dire quoi ? Ce sont des herbivores qui avalent la nourriture, commencent à macérer. Ils ont plusieurs panses. Elles commencent à macérer dans la première panse. Lors du repos qui suit leur déjeuner, ils régurgitent cette nourriture prédigérée. Ils la remastiquent finement. Elle s'enrichit en suc digestif et elle est de nouveau avalée et passe dans la deuxième panse, etc. Donc en fait, les ruminants sont des animaux qui régurgitent leur nourriture afin de la remastiquer. On peut croiser le chevreuil en journée, mais il est surtout actif au lever du jour et à la tombée de la nuit. Combien d'heures par jour va-t-il consacrer à son alimentation ? Alors, le chevreuil consacre à peu près 10 à 12 heures par jour à son alimentation. Donc, principalement, bien sûr, la nuit, au lever du jour et à la tombée de la nuit. Mais il peut être actif et il est actif dans la journée, quelques périodes, dans des endroits pas très dégagés, sous le couvert, où il fait un complément alimentaire. On le disait tout à l'heure, en dehors de la période du rut, le chevreuil est plutôt sédentaire. Il a besoin d'un grand domaine vital ? Non, le chevreuil, c'est un animal qui est très fidèle à son secteur. Alors en fait, le domaine vital, il varie comme beaucoup d'animaux sauvages en fonction de la disponibilité de la nourriture et de la densité de congénères. Mais en moyenne, on considère qu'un chevreuil a un domaine vital qui va de 30 à 60 hectares, avec une augmentation de ce domaine qui peut aller jusqu'à 150 hectares à la période du rut. Est-ce qu'il va marquer son territoire comme peut le faire le cerf ? Oui, d'ailleurs, c'est des marquages qui sont assez visibles. Bien sûr, il y a les empreintes qui permettent de l'identifier, mais il y a également ce qu'on appelle les frottis et les gratis. Alors, le frottis, c'est il frotte ses bois contre... il a une glande derrière la tête, il frotte ses bois contre des branches où il y laisse son odeur pour marquer son territoire. Le gratis, c'est il gratte la terre avec ses pattes antérieures, et donc on voit un petit cercle d'environ 40 à 50 cm qui est dégagé où il n'y a plus de feuilles. Lorsqu'on a les deux, le frottis et le gratis, on appelle ça un régalis. Le chevreuil est plutôt forestier. On peut aussi cependant le trouver en milieu ouvert et notamment l'hiver, Bruno. Oui, le chevreuil d'ailleurs gagne peu à peu les milieux ouverts. C'est un animal qui s'adapte très bien. Alors moi, j'ai une expérience personnelle. À côté de Chalon-sur-Saône, on a un aérodrome dans un village à côté de Chalon qui s'appelle Champforgeuil. Et en fait, on s'aperçoit que tous les hivers, il y a un groupe de 6 à 7 chevreuils qui vit sur l'aérodrome en permanence. C'est-à-dire qu'ils y sont nuit et jour. Ils s'y plaisent parce qu'en fait, ils ont une vue très dégagée. Ils voient arriver le danger de très très loin. Ils se sont habitués à ça. Et donc l'hiver, ils vivent là. Également parce qu'en fait, ils y trouvent leur nourriture de façon plus abondante qu'en forêt, puisqu'il n'y a plus de feuilles en forêt. Ils aiment aussi, bien sûr, se promener dans les cultures quand les champs sont en pleine culture.
posture ou cri, les chevreuils communiquent de multiples façons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? D'abord, il y a l'aboiement. Un chevreuil qui aboie, c'est un chevreuil qui a repéré un danger en général ou qui est inquiet. Donc, il va aboyer un peu à la manière d'un chien. La deuxième chose dont je parlais tout à l'heure, c'est le fameux miroir ou rose, tout dépend des noms qu'on leur donne. Cette touffe de poils blancs qu'il a au derrière, on a d'ailleurs qu'il hérisse, donc qui marque un signe d'inquiétude et que ses congénères remarquent immédiatement. Il y a aussi des comportements où lorsqu'il est inquiet, il va faire semblant de manger, il va se relever d'un seul coup et il peut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, il nous surveille et il fait semblant de s'occuper d'autre chose. Et après, il y a des postures diverses qui peuvent être l'immobilisme complet. J'ai vu des chevreuils rester totalement immobiles dans les hautes herbes en passant très près d'eux. Tant qu'on les regarde pas, ils ont bien conscience de ne pas être vus. Dès qu'on les regarde, effectivement, ils se dérobent. Ensuite, il y a des communications qui sont avec les jeunes, puisque la femelle, lorsqu'elle a un jeune qui est encore trop jeune pour le suivre, lorsqu'elle approche de l'endroit où le jeune est couché, elle émet des petits gémissements et le jeune lui répond. C'est comme ça qu'il se repère, quoi. Bruno, les chevrettes sont matures sexuellement à 14 mois si elles font au moins 20 kilos. Les mâles le sont à 12 mois. Quand et comment va se dérouler la période du rut ? Alors, le rut qui se déroule, en gros, c'est toujours des périodes un peu flottantes, mais du 14 juillet au 15 août. La femelle va être réceptive très peu de temps. Et donc, le mâle parcourt son territoire, qu'il a tendance à élargir à la recherche des femelles. Donc, on dit que le chevreuil est olygogame, c'est-à-dire qu'en fait, on a un mâle qui va couvrir toutes les femelles de son territoire, puisque il parcourt son territoire à la recherche des femelles, mais également pour chasser les autres prétendants. Voilà, donc parfois, ça se défie à des petits combats. Oui, le chevreuil est un animal qui est plutôt agressif. Il y a des combats au moment du rut. Il peut y en avoir également en dehors du rut. Oui. À noter que grâce à l'ovo-implantation différée, les naissances vont avoir lieu de manière assez synchronisée, environ 1 an après. Expliquez-nous comment se déroulent les mises bas. Après l'accouplement, l'œuf va se développer, puis son développement va s'arrêter pendant environ 170 jours, pour reprendre grosso modo fin décembre, début janvier, et ce pour environ 130 jours de gestation. La deuxième partie, c'est vraiment la période de gestation. 80% des mises bas se font en mai. Les chevrettes vont mettre bas dans un coin reculé. Alors, dans nos régions, beaucoup de chevrettes mettent bas dans les champs de fauche. Bon, c'est pas toujours une bonne idée en fonction de l'époque où vont se faire les foins. Tout simplement parce que, effectivement, au milieu d'un champ de fauche, lorsque les herbes sont très hautes, il est très difficile de trouver des jeunes faons. Le problème, il est que souvent, si les foins se font très tôt, les jeunes sont tués par les faucheuses, puisque leur moyen de défense, c'est de rester aplatis au sol. Ils n'ont pas d'odeur les premières semaines. Pour échapper aux prédateurs, ils se couchent au sol, ils se rasent, comme on dit, leur livrée leur permettant un excellent camouflage. Voilà, livrée tachetée, c'est la même que celle du cerf ou elle est différente, celle du chevreuil ? Non, c'est la même. Globalement, c'est la livrée du faon, c'est-à-dire marron avec des petites taches blanches, sachant que comme c'est tout petit, c'est absolument adorable. Comme chez le cerf, donc Bruno, les petits faons, ils vont rester cachés les premières semaines de leur vie. Comment ça se passe ? Au bout de combien de temps ils sont capables de suivre leur maman ? Disons que les premières semaines, ils sont quasi immobiles. Ensuite, ils vont effectuer des petits déplacements autour du lieu de leur naissance, mais ils restent dans un périmètre très restreint. Et puis petit à petit, ils vont commencer à suivre la mère, donc ils vont se déplacer. Et on considère que à peu près 3 semaines après la mise bas, les petits sont capables de suivre la mère. Les faons vont changer de nom au fur et à mesure de leur développement, comme chez le cerf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les termes exacts, Bruno ? Le petit du chevreuil, on appelle ça un faon, à peu près jusqu'à 6 mois. De 6 à 12 mois, on appellera ça un chevillard. Et puis ensuite, ça deviendra un brocard ou bien une chevrette. Les chevreuils vivent souvent en harde familiale. Comment sont-elles structurées ? En fait, le chevreuil, il a une particularité, c'est qu'en fait, les mâles vivent souvent seuls, sauf au moment de l'hiver où ils se regroupent avec d'autres individus. Mais il n'y a pas une vraie hiérarchie comme chez les cerfs.
où il n'y a pas de regroupement sélectif, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. C'est un peu à l'opportunisme. Et comme les territoires familiaux sont assez contigus, en général, ils se regroupent par cellules familiales. Moi, ce que j'en sais, c'est que grosso modo, ça dépend énormément des individus, du secteur, de la densité, etc. C'est pas aussi structuré qu'une herde de biches. Voilà, il n'y a pas vraiment de normes et on voit bien que chez le chevreuil, la vie de groupe, c'est vraiment une stratégie de défense. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y en a un qui est tout seul et en fait, il y a d'autres membres du même groupe qui sont pas très loin et qui peuvent donner l'alerte. Voilà. En général, c'est toujours un peu ce qu'on apprend à ses dépens au début. C'est qu'en fait, quand on voit un chevreuil en lisière, on a tendance à se dire bon, je vais approcher, il est tout seul. Mais il y a toujours un ou deux qui sont un peu à l'écart et qui surveillent et qui donnent l'alerte. Donc en fait, c'est souvent une stratégie de défense. Oui. Est-ce que, comme pour beaucoup d'autres espèces, Bruno, les jeunes chevreuils vont finir par se disperser et par changer de territoire ? Oui, la dispersion, elle a lieu à peu près à l'âge d'1 an. C'est-à-dire à la naissance du jeune de l'année suivante, la mère écarte ce qu'on appelle le chevillard, le jeune chevreuil de l'année précédente. Et à ce moment-là, il va commencer effectivement à se chercher un territoire. Alors après, c'est toujours la même chose. En fonction de la densité, de la quantité de nourriture. En fait, chez un chevreuil, plus la nourriture est dense, plus les territoires seront petits, plus la nourriture est rare, plus le territoire sera grand. Et grosso modo, ou en moyenne, un chevillard, il va mettre environ 6 mois à s'implanter dans un nouveau territoire, à le trouver et à s'implanter dedans. On sait si le taux de survie des défends est important ? On l'estime à une 62% à peu près. Bruno, vous l'avez évoqué quand même avec l'abroutissage notamment et les frottis, mais quelles sont les traces et les empreintes qui vont trahir la présence d'un chevreuil sur un territoire ? Principalement, oui, ça va être les empreintes, les aboiements, puisque en fait, chevreuil, c'est un animal qu'on n'entend pas, contrairement au cerf, simplement au moment du rut. Il va aboyer lorsqu'il est en alerte. Donc on va avoir les aboiements, on va avoir les empreintes, on va avoir les marquages de territoire, les gratis et les frottis. On a également effectivement les touffes de poils sur les passages, touffes de poils sur les barbelés ou accrochés aux branches. Et on a effectivement ce qu'on appelle les coulées, puisque le chevreuil est assez fidèle à ses coulées. Et donc, empruntant toujours les mêmes passages, il finit par y laisser un petit sentier qui permet de... D'ailleurs, c'est souvent à ces endroits-là qu'on repère les empreintes. Voilà, empreintes qui sont beaucoup plus petites forcément que celles du cerf. Ah oui, ça n'a rien à voir. Le chevreuil a une empreinte 3 ou 4 fois plus petite que celle du cerf. Ouais. Il a des sabots très fins et il marque peu. En fait, il faut que la terre soit ses meubles parce que c'est pas lourd, un chevreuil. On en parlait tout à l'heure, intensivement chassé, notre chevreuil a développé de nombreuses ruses, comme rester immobile, faire semblant de manger. Il a d'autres stratégies pour échapper aux hommes et il faut bien le dire, pour échapper aux chasseurs. Alors oui, a priori, le chevreuil est un animal assez rusé. Et en plus, comme beaucoup d'animaux, plus ils vieillissent, plus ils apprennent. Et souvent, les vieux brocards sont assez difficiles à apprendre. Le chevreuil, c'est un animal qui pratique le change, c'est-à-dire qu'en fait, il va lancer un autre animal à sa place s'il est poursuivi. Il va traverser des ruisseaux, il va traverser des rivières, des étangs. Il va pratiquer ce qu'on appelle la double voie ou le retour, c'est-à-dire qu'en fait, il revient sur ses pas pour perdre les chiens, La voie s'arrête puisqu'il est revenu sur ses pas. Et normalement, quand il revient, il fait un retour comme ça. À la fin, il fait un bond de côté à un endroit le plus long possible, de manière à ce que ça coupe la trace, Et il emprunte assez facilement tout ce qui est chemin ou territoire un peu sans végétation, puisque à partir du moment où il n'y a pas de végétation, la voie est plus légère. Déjà, la voie du chevreuil est très légère. Ça n'a rien à voir avec la voie du cerf. Il marque très peu. Et donc, il utilise toutes ses ruses pour échapper aux hommes, oui. Il me semble que le chevreuil ne voit pas très bien, mais qu'il est très sensible par contre à la silhouette humaine. Vous l'avez constaté sur le terrain, Bruno ? Alors oui, ça c'est un fait. Le chevreuil a une très mauvaise vue. Le chevreuil, il voit en noir et blanc, on sait ça. Et ce qui distingue, ce sont les contrastes. Donc effectivement, si on est habillé avec un pantalon blanc et un haut noir, il va nous repérer assez facilement. Par exemple, si on a des tons neutres et qu'on se met debout le long d'un arbre, à partir du moment où on est totalement immobile et qu'on a caché son visage et ses mains, puisque c'est 2 taches blanches
qu'il identifie très très bien, le chevreuil il peut être effectivement pas très très loin et ne pas nous voir. Par exemple, il est extrêmement sensible à tout ce qui est contraste et à tout ce qui est mouvement. Le moindre mouvement, il le détecte. Et de très loin. Hein. Oui, voilà, contraste, mais pas forcément couleur. On peut tranquillement être habillé en orange fluo, ne pas bouger, on n'est pas vu, hein, c'est ça? Oui, en fait, tout ce qui, une fois transformé en noir et blanc et dans des tons neutres de gris, comme le orange par exemple, en fait, en noir et blanc, ça fait du gris. Hein. À partir du moment où on reste très immobile, il ne voit pas. Et de la même manière, Bruno, il est sensible aux odeurs. Ah, ça, alors là, c'est un de ses points forts, c'est l'odorat du chevreuil est extrêmement développé. Et si on veut voir du chevreuil, la première des précautions à prendre, mais comme pour tous les mammifères, c'est de vérifier le vent et d'approcher à bon vent. Il a 2 sens extrêmement développés, c'est l'ouïe et l'odorat. Voilà, au moindre bruit, pareil, il décampe. Oui. Il est très sensible au bruit. Il connaît parfaitement son environnement puisqu'il a un tout petit territoire. Il peut écouter des bruits qui lui sont totalement familiers, puis s'il vit près d'une ferme ou je sais pas quoi, par exemple, tout ce qui n'est pas habituel dans son environnement, il détecte très rapidement. Bruno Pasquier, le chevreuil qui avait disparu de nombreuses régions de France est aujourd'hui le mammifère herbivore sauvage le plus commun de nos forêts. Qu'est-ce qui va expliquer cette évolution ? Alors, il y a plusieurs choses. Une des principales, c'est qu'en fait, c'est un petit animal qui s'adapte très bien, qui n'a pas besoin de surface immense pour se développer. Il n'avale pas des quantités de nourriture extraordinaires. Donc, les dégâts qu'il représente sur l'agriculture sont estimés autour de 4%, je crois, donc ce qui est absolument ridicule. L'autre chose, c'est que on a des hivers qui sont de plus en plus doux, donc la mortalité hivernale est bien moindre. Il a aussi une grande capacité de dispersion, avec un taux de reproduction qui est quand même pas si mauvais que ça, puisqu'il y a à peu près 60% de survie chez les jeunes, sachant que les femelles font 2 petits, contrairement au cerf qui en fait qu'un. Et puis, il n'y a plus de prédateurs naturels, donc forcément, aujourd'hui, le seul prédateur, c'est l'homme. Effectivement, comme il n'a plus de prédateurs naturels, le chevreuil prospère. Les humains ont donc décidé de le réguler, de maîtriser le nombre d'individus, en somme d'en tuer. Hein. On sait combien sont tués chaque année en France, Bruno ? On sait, oui, à peu près. Il y a à peu près 600 000 chevreuils qui sont tués tous les ans en France, oui. 600 000, et c'est une augmentation énorme. continuelle. Oui, c'est énorme. Oui. C'est une augmentation continuelle. Alors, on ne peut pas chasser une espèce qu'on n'est pas capable de recenser, de compter en France. Eh bien, justement, est-ce que c'est facile de compter les chevreuils ? Non, c'est pas facile. On est toujours dans l'estimation sur des mammifères forestiers à la base, donc de petite taille. Le potentiel d'erreur est important et les moyens utilisés sont des moyens empiriques, c'est-à-dire que généralement on fait un parcours, on trace un parcours, on va dire 20 km que l'on parcourt en voiture. En général, on le fait 4 fois, 2 heures à partir du moment où le soleil se lève et 2 heures ensuite, après le lever du soleil. Donc, et après, on fait de l'observation, on compte le nombre d'individus observés, on compare ça aux années suivantes. Donc, c'est très empirique, très approximatif, bien sûr. Alors, quand vous dites « on », précisément, c'est qui ? C'est des sociétés de chasse qui, principalement, font le comptage. D'accord, donc c'est ceux qui régulent qui comptent. Oui, comme pour le cerf et d'autres gibiers, c'est ceux qui régulent qui comptent. Donc en fait, voilà, j'ai pas besoin de développer. On comprend il peut y avoir des intérêts à en compter plus que ce qu'il y a réellement en fonction de la façon dont est gérée la société. Et Bruno, actuellement en France, quand et comment chasse-t-on le chevreuil ? Alors il y a 2 méthodes de chasse principales. Il y a la battue, qui est la méthode de base, on le chasse en battue. La deuxième façon de le chasser, c'est ce qu'on appelle la chasse à l'approche. Une chasse qui est très développée en Allemagne, moins en France, moins connue, et donc qui commence au 1er juin pour se terminer à la date d'ouverture de la chasse en battue. Donc en fait, le chevreuil est chassé grosso modo du 1er juin à fin février. Très peu de mois de tranquillité quand même. Vous disiez tout à l'heure, Bruno, finalement, que le chevreuil s'attaquait pas trop aux cultures. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est prouvé que le chevreuil a un impact négatif sur les forêts ou certaines cultures ? Alors, sur les cultures, pas trop. Tout est relatif, ça dépend de la densité. Mais sur les cultures, le chevreuil a peu d'impact. Il n'avale pas des quantités de nourriture importantes. Et comme il est extrêmement sélectif dans sa nourriture,
en fait, il fait pas de gros dégâts. C'est pas des cerfs ou des sangliers. Après, sur des forêts où il y a du repeuplement, si on a des densités de chevreuils importantes, oui, ils pratiquent l'abrutissement. Et là, effectivement, ça peut nécessiter de créer des parcs pour laisser les arbres se développer suffisamment pour que les têtes d'arbres ne soient plus atteignables par les animaux. Donc après, quand on n'a pas envie de tuer, on fait des parcs, et quand on n'a pas envie de faire un parc, et on élimine les animaux. Et quelles sont les autres menaces, j'allais dire autres menaces que la menace humaine, auxquelles doivent faire face les chevreuils aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors je ne suis pas un spécialiste, mais on a de la mortalité chez les chevreuils liée à une maladie que pour le moment on a du mal à identifier, mais on a des années, on a une très forte mortalité des chevreuils. Alors beaucoup disent que c'est à cause de la densité. Peut-être, je ne sais pas. Il est clair que le chevreuil, la densité a augmenté par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. J'en dirai pas plus. Pour en avoir discuté avec pas mal de spécialistes, pour le moment, on ne comprend pas trop pourquoi dans certains secteurs, on va avoir une mortalité importante. L'autre fait, c'est souvent les collisions avec les véhicules, puisque plus ça va, plus le territoire des animaux sauvages en France est morcelé, avec des routes qui les traversent. Et donc, le nombre de collisions avec ces animaux-là est important. La fragmentation des domaines La fragmentation vitaux. des territoires. Oui. En 30 ans de suivi et de photographie, Bruno, avez-vous pu observer une évolution de l'espèce ou de son environnement dans les secteurs où vous allez ? Moi, ce que j'ai vu depuis 30 ans, et ça c'est très clair, c'est qu'on a le morcellement des territoires, développement de l'agriculture, a fait qu'on a vu apparaître ce qu'on appelle le chevreuil de plaine, qui n'existait pas du tout quand j'ai commencé la photo. On avait les chevreuils qui vivaient en forêt, donc on pouvait les observer en lisière, mais ils restent en lisière, et sinon l'essentiel de l'espèce était forestière. Au jour d'aujourd'hui, si on va se promener en Champagne, par exemple, on a des immenses territoires qui sont totalement dégagés, où ils subissent quelques bosquets, et on y voit énormément de chevreuils de plaine, donc chevreuils qui vivent à l'année, totalement découverts en milieu de plaine. Et ça, c'est un changement, effectivement, qui s'est produit en une trentaine d'années. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus belle observation ? C'est vraiment une observation, puisque ce jour-là, je n'avais pas d'appareil photo. Je rentrais du travail un soir, et je vois quelque chose traverser, j'habite en campagne, je vois quelque chose traverser devant ma voiture un peu au loin. Donc j'ai pensé que c'était un lièvre au départ, donc comme je suis un peu curieux, donc je me gare. Et puis je connaissais le terrain, donc il y avait un petit chemin qui descendait, voilà, donc je m'enfile dans le petit chemin, et je fais une trentaine de mètres, et je vois un petit chevreuil apparaître dans le chemin, qui s'arrête, qui me regarde. Je vois son petit frère qui arrive derrière lui, pareil. Et donc, les deux chevreuils, je les entendais gémir doucement. Je pense qu'ils appelaient leur mère. Petit à petit, ils s'approchaient de moi. Donc, je me suis accroupi. Et donc, à la fin, j'avais les deux chevreuils, mais ils étaient petits. C'était fin mai, et ils étaient vraiment petits, qui étaient adorables, qui gémissaient comme si ils m'avaient pris pour leur mère. Et ils étaient arrivés à 10 mètres de moi. Bon, pas d'appareil photo, mais bon, c'est une scène que je garde en mémoire. C'est sans doute une des plus belles scènes que j'ai vécues avec les chevreuils. Oui. La photo dont vous êtes le plus fier ? Compliqué, j'ai tellement de photos de chevreuils, je ne saurais pas dire. C'est forcément des photos d'ambiance, puisque les photos de gros plans, j'en ai plein. Donc c'est souvent des photos d'ambiance, ou au moment où il tombe de la neige ou des choses comme ça, c'est des ambiances que j'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Bruno Pasquier pour toutes ces précisions. Merci à toi Sandra. Et puis si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent découvrir vos photos, rendez-vous sur votre page Facebook, et Pasquier ça s'écrit Pasquuier. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux épisodes de 100% Nature. Merci Bruno. Merci Sandra, au revoir. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.